Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je pense qu'on est bombardé par une surcharge d'informations. Le frigidaire qui me dit, Augustin, il manque de sauce de poisson, il faut peut-être en chercher. C'est le bracelet qui me dit, ah, Augustin, tu n'es pas en forme, tu as juste fait 200 pas aujourd'hui. Fais plus de pas. Puis Vincent, il m'a parlé justement dans l'assurance, par exemple, des capteurs qui mettent dans des voitures pour mes comportements au volant. On va plus t'assurer d'ailleurs. Oui, c'est vrai, je conduis très très vite. Parle pour toi, Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on n'a plus le temps de processer toute cette information-là. Et que pour les entreprises qui offrent des produits et services, c'est compliqué pour l'attention du consommateur, de Augustin et de vous aussi, je suis sûr. Et ils doivent regarder toute l'information qu'ils ont pour pouvoir déchiffrer ces données-là. Mais ils ont quelque chose qui est important, un atout, c'est qu'ils ont des données. Lors de la dernière présentation de l'AMR, Michel Girard avait parlé des transactions. C'est sur le coupon de caisse. Le coupon de caisse, avec les systèmes de POS et tout ça, on a pu assembler beaucoup d'informations sur le client. Qu'est-ce qu'il a acheté, quand il a acheté, où il a acheté, l'heure. C'est beaucoup déjà beaucoup d'informations sur le comportement clientèle. Mais aujourd'hui, avec les cartes de loyauté, l'ère digitale, on a parlé souvent de mobile, de téléphonie et de tout. On a ramassé encore plus d'informations sur le client. Mais imaginez maintenant que vous mettez l'information transactionnelle avec pouvoir identifier qui font ces transactions-là. C'est une mine d'or. Alors, pour l'entreprise qui essaie de déchiffrer toute l'information pour pouvoir bien gérer l'information pour le client, parce que les clients, ils s'attendent à ce que tu fournis de l'information qui est pertinente pour eux. Parce que tu ne peux plus te faire juste une information, parce qu'il y a trop d'informations pour gérer. Mais il y a une solution facile pour ça, c'est d'utiliser plus nos yeux. La visualisation. Je veux garantir que pour cette image-ci, il n'y a aucun animal qui a été maltraité pour sa diapositive. Alors, la visualisation de l'information nous permet de voir ce qui était pertinent, ce qui est important, de faire du sens sur nos données. Et en plus, c'est beaucoup plus beau aussi. Il y a 3 choses que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'est la visualisation de données par rapport à la visualisation analytique. Je vais aller en détail dans ça dans quelques minutes. La donnée est roi, ou est reine. Et l'importance d'être bien accompagné si vous commencez un projet d'analytique ou un projet de visualisation. All right? C'est un sondage de la Research Service, IDG Research Service. Eux, c'est une compagnie qui offre des services d'intelligence clientèle pour le TI. Et on fait un sondage sur les gens qui ont implanté un système de visualisation et c'est quoi les avantages qu'ils ont obtenus par rapport, principaux qu'ils ont obtenus par rapport à la visualisation et le BI. L'amélioration des décisions. Alors, de faire du sens dans toutes ces données-là pour pouvoir rendre l'entreprise plus agile, pour faire plus ces décisions-là. Les meilleures analyses de données ad hoc. Aujourd'hui, il y a des rapports les gens font des rapports d'opération. Mais avec la visualisation, ce qu'on peut faire, c'est de répondre à des questions qui viennent rapidement. Alors, c'est ça qui est obtenu. Ensuite, l'amélioration de la collaboration et le partage d'informations.
visualiser les données puis en trouver des tendances pertinentes, des informations pertinentes, c'est bien. Mais c'est pouvoir partager l'information à travers l'entreprise, pouvoir que l'entreprise travaille tout ensemble pour un but commun. C'est important pour un outil d'avoir un outil de visualisation ou l'outil de visualisation vous permettre de faire aussi. Alors, si vous recherchez un outil de visualisation, voici les facteurs ou les choses à considérer. Est-ce que vous mettez un outil de visualisation en place pour l'entreprise ou pour le département ou en libre service? C'est-à-dire que les gens ont accès à pouvoir utiliser la visualisation pour, par exemple, s'ils avaient un silo d'amener un fichier Excel vers l'outil de visualisation pour pouvoir faire la visualisation sur vos données et trouver les insights. Si c'est département ou entreprise, c'est regarder si l'outil de visualisation va éventuellement être utilisé à travers toute l'entreprise une fois qu'il est obtenu du succès dans un département. Puis, la visualisation, c'est pour tous. Alors, le but de la visualisation, c'est de pouvoir démocratiser l'analytique à travers l'entreprise. Ouais, ce n'est pas de dépendance à TI, par exemple. Dans le vieux monde, ce qu'on faisait, c'est qu'on dépendait beaucoup de TI pour avoir l'information, pour obtenir l'information, pour changer, par exemple, les cubes, pour pouvoir construire des cubes pour faire des rapports, par exemple. Mais avec les systèmes de visualisation, ce qui doit permettre de faire, c'est de pouvoir avoir un libre service, de pouvoir changer la façon de visualiser les données, les hiérarchies, par exemple, on the fly, par les usagers et pas avoir une dépendance de TI, qui peut prendre des fois quelques jours, voire des semaines pour finir l'intervention. Puis quand le temps vient, c'est déjà trop tard pour réagir à cette information-là. Puis il faut aussi considérer les rapports et le système mobile. C'est-à-dire que si vous avez un outil de visualisation qui, je vais utiliser, designer un dashboard, par exemple. Vous designez un dashboard pour le web, mais par exemple, vous pouvez l'utiliser pour le iPad ou le mobile en même temps. C'est que vous considérez qu'un système doit vous permettre de faire ça une fois. Design once, puis ensuite le propager sur le web, l'Internet, ou d'autres outils comme Microsoft Office, par exemple, que vous pouvez utiliser à l'intérieur de l'entreprise. Puis avoir des fonctionnalités natives au iPad. Je vais vous présenter quelque chose sur l'iPad avec les fonctionnalités natives avec l'outil de visualisation. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Alors, je veux que vous reteniez deux choses. J'avais dit la visualisation de données et la visualisation analytique. La visualisation de données, c'est plus descriptif. C'est comme si j'avais les données, puis je voulais savoir, je veux trouver des tendances pertinentes. C'est facile c'est plus facile d'accéder à ces données pour juste voir l'information qui est pertinente. Et c'est plus, comme je dis, descriptif. Mais ce qui apporte plus de valeur, c'est la visualisation analytique. C'est-à-dire d'utiliser les mêmes données, maintenant pouvoir prédire ce qui va se passer dans le futur, comme Vincent avait mentionné, la boule de cristal, par exemple. Vous savez, je me suis habillé en Schtroumpf aujourd'hui, puis Claude m'avait dit, si je passe à l'écran, je vais disparaître. Alors, je vais vous présenter avec notre outil de visualisation, c'est ce qui est la visualisation des données et ce qui est la visualisation analytique, pour voir exactement c'est quoi la différence. La visualisation des données, c'est l'exploration de données. Il y a aussi le dashboard, le reporting, aussi qui est plus descriptif statique. Et la visualisation analytique, vous faites mettre des découvertes que vous ne pouvez peut-être pas faire si vous n'avez pas l'analytique dans la visualisation. Alors, les cas que je vais présenter aujourd'hui par rapport au marketing, c'est pour le comportement et la rétention de clients. Alors, imaginez qu'avec la visualisation analytique et le reporting, vous pouvez facilement identifier les critères qui encouragent la fidélisation du client. Alors, si vous voulez voir, OK,
pour les ventes. Qu'est-ce qui fait que mes ventes augmentent pour un segment de clients particulier? Alors, avec la visualisation analytique, on peut voir que voici les critères qui vont influencer le revenu, par exemple. Examiner les commentaires des clients et les flux Twitter. Alors, on est dans un ère de social media. Alors, pour une entreprise, c'est de voir qu'est-ce que les gens disent sur votre marque. Est-ce que c'est un sentiment négatif, un sentiment positif? Et aligner nos conversations avec eux par rapport aux sentiments qui sont tenus. Alors, je vais vous faire ça aussi avec notre outil analytique aujourd'hui. Il y a aussi la prédiction. Prédire, par exemple, le nombre de visites ou de revenus par un segment, puis pouvoir faire des scénarios de what if. Dans ce cas-là, ce que ça vous permet de faire, c'est de voir une tendance et une prédiction, une prévision. Mais là, vous pouvez explorer et aller plus en détail avec d'autres outils pour creuser encore plus profondément, pour pouvoir avoir plus d'insight et de foresight. Puis ensuite, visualiser l'impact des campagnes marketing et le lift généré. Alors, par exemple, si vous êtes dans un contexte de commerce de détail et que vous voulez savoir, avec le Market Basket Analysis, qu'est-ce qui est acheté ensemble, soit parce que vous allez faire des promotions ciblées ou que dans l'opération, vous allez mettre des articles ensemble que les gens achètent de plus en plus ensemble pour inciter un cross-sell ou un upsell, par exemple. Right? Puis, on va parler de partager les trouvailles et parties prenantes efficacement au iPad, sur le web, ainsi de suite. Ça va à date? Oui. OK. Je vais maintenant vous présenter la visualisation de données avec un outil, puis comment que ça peut aider une entreprise qui a beaucoup de données. Mais le big data, qu'ils appellent, c'est un terme qui est très relatif. Right? Alors, le big data pour vous peut être des millions de records, comme je vais vous expliquer dans une étude de cas. Il fait chaud aussi, non? Et alors, on va directement aller à l'application pour vous montrer le contenu de ce que la visualisation peut faire pour une entreprise. Si vous avez des questions à mesure, n'hésitez pas à me demander. Alors, par exemple, supposons que je veux savoir quel est le revenu et la marge d'une région particulière dans mon entreprise. J'ai les données qui sont dans ma base, et là, je vais le faire en visualisation rapide. Alors, ce que je fais, c'est que je me dis, OK, là, je le veux voir en termes de géo. Alors, tout de suite, mes données sont mises sur une map pour dire, OK, voici la fréquence, ça c'est en fréquence. Alors, voici les areas de la map, je suis désolé, c'est une map américaine, qui contribue plus il y a plus de transactions aujourd'hui dans ma base de données. Là, ce que je vais voir, c'est quoi les revenus et la marge, par exemple. Je drag le revenu et la marge. Là, je peux voir que dans l'état dans la région du Wisconsin, la région de US Midwest contribue beaucoup à mon regular sales et à ma marge. Et là, je peux le voir d'une façon très efficace avec la visualisation. Mais souvent que je vais dire, bien, oui, ça contribue beaucoup à mes revenus, mais qu'est-ce qu'il y en est de ma marge moyenne, par exemple? Alors, dans ce cas-là, je peux, on the fly, changer l'agrégation en average. Et là, vous voyez, attendez, je vais revenir à la hiérarchie. On va se concentrer sur une région particulière. Il y a un peu de lag à cause
de l'Internet. On va se concentrer sur l'État US. OK. Alors, cet État-ci contribue beaucoup à ma marge, mais si que je mettais ma marge en moyenne, vous voyez que les plus petits États contribuent plus à ma marge en moyenne que l'État du Michigan qui était là. Alors, ça nous permet d'explorer, de voir, de se poser plus de questions. Qu'est-ce qui est mieux qui se fait mieux dans cette région? Est-ce que c'est l'assortiment que j'offre en magasin? Est-ce que c'est ma démographie qui chope là? Est-ce que c'est le magasin, le format du magasin lui-même? Ça nous permet de voir et de creuser encore plus loin pour explorer ces données-là. Dans l'autre cas, si je commence une nouvelle visualisation et je me dis, OK, maintenant que que j'ai vu où est-ce que c'est, je vais voir comment que mes magasins se comportent par rapport à un laps de temps, par exemple. Alors, je choisis de faire une visualisation de bubble plot, par exemple, et je vais remettre les critères. La vente, la marge, et pour le bubble size, je vais mettre, par exemple, le nombre de visites. Je vais grouper ça par hiérarchie. Et là, je vais animer ça sur le temps. Alors, ici, avec la visualisation, ce que je peux voir, c'est que les tendances à travers le temps mouvent en même temps. Voilà, on peut voir tout de suite que mes magasins se suivent par rapport à mes mois d'été jusqu'à mes mois d'hiver. Alors, on voit parfaitement une saisonnalité qui est indiquée par les données. Et là, supposons que je me concentre, par exemple, encore sur mon état du Midwest. Et là, je me dis, est-ce que la tendance est la même si je me concentre sur un état particulier plus en pro-retard? Alors, vous voyez que la visualisation vous permet de faire des drill up et down pour voir les tendances, les patterns que vous n'aurez pas vu si vous avez un rapport papier, par exemple, ou que vous gardez. Et voilà. Alors, je vais continuer à suivre à travers le temps. Vous voyez que je vais le slow down un petit peu. Vous voyez que malgré que la tendance des magasins va vers plus de profit, mais vous voyez qu'il y a des magasins qui vont à l'encontre l'un de l'autre, par exemple. Alors encore, ça nous permet de voir ça très rapidement et de réagir pour cet instant, pourquoi ce magasin-ci va à plus de profit tandis que l'autre descend. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là? C'est ça que la visualisation de données vous permet de faire, par exemple. Maintenant qu'on a vu comment les magasins fonctionnent, là, on peut voir maintenant produit, puis on va mettre un layer de clients par-dessus ça. Alors, si je commence une nouvelle visualisation, par exemple, et je me dis, mes ventes,
le groupement que je vais faire par classe de produits. La catégorie que je vais faire, c'est par transaction. Et là, je vais me concentrer sur, je vais prétendre que je suis un détaillant pharmaceutique. Alors, je vais me concentrer sur un département quatrier qui est le département de santé. Alors, je peux facilement filtrer l'information. Alors, l'usager peut juste prendre l'information et le filtrer pour ses besoins. Et on va stacker ça. Et alors, rapidement, vous pouvez voir que le Bath and Body, par exemple, occupe la plupart, ça c'est le comportement de ce que les clients achètent à travers le temps, par exemple. Alors, le client achète plus le Bath and Body Works dans les mois de août en octobre. Mais lorsque vous voyez que les mois d'hiver commencent, on voit que le Oral Care prend un petit peu de dessus. Alors, je crois que les gens se rapprochent un petit peu plus en hiver, vous pensez? Mais si ma théorie est bonne, j'aurais dit que le déodorant aussi faisait partie de ce processus, mais ce n'est pas le cas. Alors, vous regardez le comportement client. Vous voyez que pour le marchandisage, c'est important, mais pour le marketing aussi, c'est important. On ne peut plus travailler en silo entre le marchandisage et le marketing. Il faut travailler ensemble pour faire des promotions, par exemple, qui rencontrent le comportement clientèle dans ce cas-ci. Et Augustin, je dirais pour d'autres secteurs que le détail, le marketing ne peut plus être en silo versus les finances. Mm-hmm. Et où le service à la clientèle, centre d'appel, quand c'est possible que les données se partagent ou l'information se partage, c'est là la force. Ah oui, absolument. Ouais. Alors maintenant, sans que je regarde comment le client qu'est-ce qui est acheté les produits qui sont achetés par le composant client. Maintenant, j'aimerais savoir qui est-ce qui les achète, ces produits-là. Alors, ce que je peux faire avec la visualisation, c'est que je peux tourner ce graphe par exemple, en heatmap. Et là, je change la classe, par exemple, par le RFM score. Vous savez c'est quoi le RFM score? Ouais. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le RFM score, c'est une mesure de recency, frequency et monetary. Le recency, c'est quoi la dernière fois que le client est venu acheter avec vous? Frequency, le nombre de fois, la fréquence. Et le monetary, c'est la valeur qui a été achetée avec vous. Alors, c'est la multiplication de ces critères-là qui donne un index qui vous permet de segmenter le client, par exemple, par un RFM score. Mais pour faire la segmentation, on peut ajouter d'autres critères aussi pour faire cette segmentation, soit la démographie ou d'autres, par exemple. Alors, par exemple, si pour le marketing, je change pour le Customer Retention, RFM. Et ceci pour le produit. Ça va de combien le score de RFM? Est-ce que c'est toujours ça varie entre un certain âge entre 1 et 15? Oui, pour ce set de données, c'est un score de 1 à 15, mais ça peut être calculé de manière différente, puis je l'ai segmenté de cette manière-là. Okay. Alors, pour le marketing, par exemple, on a vu c'est quoi les produits qui ont été achetés. Maintenant, je veux voir c'est qui les achète, par exemple. Alors, supposons que je veux faire une promotion sur les cosmétiques parce que ça fait longtemps que mon client n'est pas venu me voir, par exemple. Ce que je peux faire, c'est que pour la cosmétique, dans un RFM de, par exemple, 11 à 13, je veux cibler cette clientèle-là. Alors, ce que je peux faire, c'est que
dans la visualisation, je sélectionne, par exemple, en brushing mode, les critères. Et là, je me dis, je vais juste regarder cette segmentation-là et donnez-moi la liste, par exemple, pour le marketing de ces clients-là. Alors, là, j'ai vu que les segments qui étaient utilisés, la classe et les cosmétiques. Là, je peux facilement dire, OK, maintenant, donne-moi qui sont ces customers, c'est quoi leur groupe d'âge, c'est quoi leur segment, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez, alors, ce que ça donne, c'est une liste que vous voulez cibler pour le marketing, par exemple. Alors, la visualisation vous permet de faire ça plus rapidement. Mais ça vous permet aussi de voir les tendances, de tester si ça fait du sens et d'explorer plusieurs fois avant les données, avant de voir si la promotion sera une bonne promotion, par exemple. Alors, la visualisation vous permet de faire cela. On peut peut-être faire parce que les gens n'ont jamais vu l'outil, expliquer un petit peu comment ça fonctionne, parce que ici, vous avez l'ensemble de vos données. Une des particularités de la flexibilité que ça vous donne, c'est que l'utilisateur n'a pas besoin de retourner voir les gens des TI pour dire j'ai besoin de cette information. En fait, tout est disponible ici. C'est comme un immense fichier. Moi, j'ai vu les fichiers dans le domaine de l'assurance, il y avait plus d'1 milliard d'observations. Et on peut créer ce qu'on appelle des hiérarchies. Donc, on a besoin de créer des cubes. Et à partir de là, l'utilisateur final, sans avoir besoin d'une formation très sophistiquée, va être capable d'aller organiser l'information, faire des filtres. On a vu quand Augustin allait mettre des filtres, donc par moment c'était le département Health, ça peut être un autre département. Donc avec la même source d'information, on est capable d'aller utiliser l'information qui est nécessaire pour soi. Je pense que ça permet en fait une bonne agilité. C'est essentiel si on fait une bonne visualisation d'avoir accès à toutes les données. Vincent a raison. Par exemple, sans que hiérarchie, j'avais fait une hiérarchie qui était par région et État, par exemple. Mais si je voulais faire, ce qui est bien de la hiérarchie, c'est que d'habitude, dans le commerce de détail, par exemple, on a toujours une hiérarchie de marchandises et une hiérarchie de localisation géographique. Puis, on faisait une évaluation des hiérarchies un petit peu séparées. Maintenant, ce qu'on peut faire avec la visualisation et changer la hiérarchie sur le tas, on the fly, c'est de pouvoir agencer ces deux informations-là ensemble. Alors, imaginez que vous pouvez explorer votre information par géographie, ensuite par classe, ensuite par votre marque, et ainsi de suite. Alors, on n'a plus besoin d'attendre après, je dis les TI, mais un changement de la hiérarchie pour pouvoir faire cette exploration-là. Là, on peut le faire, comme Vincent l'a dit, sur le tas on the fly. Et ce que ça fait, c'est aussi que la hiérarchie est changée et elle est faite sur toutes vos données qui sont en mémoire présentement. Alors, c'est un response time qui est assez rapide, très rapide, pour pouvoir répondre à vos questions le plus rapidement possible. Alors, les meilleurs outils vont avoir une capacité de gérer des grandes quantités de données. On parle de térabytes de données. Et ce qui avant pouvait prendre des heures et des heures, avec des technologies puissantes, ça peut se faire en quelques secondes. Donc, vous pouvez être votre département marketing dans une même salle, rouler plusieurs scénarios en même temps, et en l'espace de 2 heures, être capable de prendre la meilleure décision en fonction des différents scénarios que vous avez envisagés, sans avoir à attendre que ça roule en background, puis 2 jours plus tard, il faut se retrouver pour faire de nouvelles réunions. Donc on gagne beaucoup de temps, et le temps, c'est de l'argent, c'est de l'efficacité. Alors, ceci, c'est des exemples de la visualisation de données. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je comprends évidemment que la notion de smart data peut permettre d'aller générer un message spécifique à un groupe d'individus ou à un individu. Est-ce que votre outil est rattaché à une possibilité d'extraction de données par rapport aux données qui sont disponibles, individuelles, pour générer par exemple un e-blast très très précis sur une catégorie particulière de gens? J'étais dans une conférence en Caroline du Nord récemment et la même question m'a été posée. Et pour le email blast, par exemple, si vous voulez dire pour le marketing, voici le client qui est ciblé et voici, par exemple, un email qui est personnalisé pour lui, par exemple. L'outil ne me permet pas de le faire. Par contre,
on a des outils dans le Customer Intelligence qui permettent de supporter ce principe-là que vous dites. Mais votre outil va sortir une liste. Oui, peut sortir une liste. Imaginons on est dans le retail, puis on a un surplus de produits solaires, puis on est rendu août. Ça va nous permettre de déterminer qui sont les personnes qui sont intéressées vraiment par les Absolument. produits solaires, puis parce qu'il va y avoir une promotion, ils vont l'acheter peut-être même pour l'année d'après, même si c'est ce Exactement. genre de... Exactement. Et cette liste-là peut être intégrée ou interfacée dans dans un système d'exécution, exactement. Mais c'est sûr que c'est un outil de visualisation de données. Il y a des outils encore plus sophistiqués dans le marketing pour pouvoir faire le campaign management qui existe aussi et l'optimisation de ces campagnes-là aussi. Alors, c'est un outil, l'outil de visualisation complémente aussi ces outils-là de SaaS, par exemple. Alors, on a vu la visualisation des données. Maintenant, on va voir qu'est-ce que la visualisation analytique et comment on peut voir comment il y a une valeur ajoutée pour la visualisation. Alors, dans le scénario, au début, j'avais dit comment que vous pouvez trouver des critères qui rentrent en jeu pour prédire, par exemple, le revenu. Alors, dans ce cas-ci, on utilise ce qu'on appelle, dans l'analytique avancée, un decision tree, un arbre de décision. Et le target ou le but, c'est de prédire, par exemple, dans ce cas-ci, les ventes. Je vais rester dans le domaine de la pharmacie. Alors, je filtre, comme Vincent avait montré, le département de Health pour représenter la pharmacie. Et je me suis dit, OK, j'ai ajouté la classe de produits, peut-être l'âge groupe de mon dataset, de mes clients, est-ce qu'ils font partie d'une carte de loyauté ou pas. Et je vais garder ça simple. Je vais draguer ça dans le decision tree. Alors, je vais juste réduire juste pour que ce soit plus clair. Alors, pour prédire le revenu, on voit que les classes qui sont plus impliquées dans le revenu contribuent le plus dans les revenus, c'est les cosmetic sets, cosmétiques et ainsi de suite. C'est le prédicteur numéro 1 des revenus selon le dataset que j'ai présentement dans le temps que j'ai. Ensuite, c'est mon groupe d'âge. Alors, c'est mon groupe d'âge des 18 à 25 ans, des 26 à 35 ans et ainsi de suite. Alors, si on suit cette ligne, ce serait contribution à les revenus, la cosmétique dans ces classes-ci et les customers qui est dans ce groupe d'âge. Et en dernier, s'ils font partie d'une carte de loyauté ou pas, par exemple. Alors encore, c'est utiliser de l'analytique pour pouvoir prédire c'est quoi les influenceurs du revenu dans ce cas-ci. Il y a des modèles analytiques qui sont incorporés dans l'outil analytique pour pouvoir faire cette démarche. Vous permettre d'explorer de façon analytique des possibilités, par exemple, encore pour le marketing. Alors, pour ce cas-ci, je peux encore tourner cette visualisation pour en faire une liste. Oups. Alors, si je crée une visualisation juste pour ce node-ci, par exemple, je peux dire, OK, voici les records concernés. Et alors, je peux maintenant
faire la même chose que je vous ai montré auparavant, ramener le customer et ainsi de suite pour en faire une liste. Vous voyez, alors, c'est la différence entre la visualisation des données et maintenant la visualisation analytique, pouvoir obtenir le même fin, c'est avoir une liste de targets ciblés pour une promotion, par exemple. Pour revenir à l'image que tu avais avant, c'est-à-dire que tu avais pris le meilleur chemin par rapport à ton segment le plus approprié. Puis donc là, ça te donne en fait quoi comme genre d'information sur le client? C'est sur le client ou... Bien, dans ce cas-ci, Vincent, ce qui arrive, c'est que j'essaie de prédire c'est quoi le prédicteur de mes revenus. Quand j'ai amené, j'ai dit, est-ce que ce serait le groupe d'âge, est-ce que ce serait la carte de loyauté qui contribue à prédire mes revenus, ou est-ce que c'est d'autres variables? Alors, le système, c'est ce que l'analytique a fait, c'est qu'ils ont pris toutes ces variables-là et a dit, la variable qui influence le plus le revenu, dans ce cas-ci, c'est la classe du produit. Ça fait du sens? Dans ce cas-ci, la classe du cosmétique contribue le plus à mes revenus que, par exemple, une autre classe. Ensuite, le prochain influenceur de mes revenus, ce serait le groupe d'âge. Alors, le groupe d'âge de 18 et 25 ans influence plus mon revenu que d'un groupe d'âge de 36-45 ans quand ça vient au cosmétique, par exemple. Et ensuite, de ce groupe d'âge-là de 18 à 25 ans ou de 26 à 36 ans, est-ce que la carte de loyauté rentre en jeu pour déterminer le revenu? C'est sûr que ça, c'est une arme de décision simple, mais on peut aller vers une arme de décision plus avancée pour pouvoir dire combien de splits que je veux et des affaires comme ça, dépendamment de ce que vous voulez faire avec l'exploration analytique. Oui? La question qu'on se pose toujours en marketing, c'est ça, ce sont les gens qui achètent le plus, qui génèrent le plus de revenus, mais est-ce que c'est eux qu'on doit, vu que de toute façon, naturellement, ils vont acheter, est-ce que c'est vers eux qu'on doit mettre nos efforts ou vers ceux qui ont une possibilité de se retrouver dans ce groupe-là? Ça, c'est toujours la décision. Parce que la donnée, on en a. Enfin, bon, là, ça, c'est un outil merveilleux, évidemment. Mais les questions restent toujours les mêmes, peu importe qu'on ait sans information ou qu'on en ait 500 000 ou 5 millions. Est-ce que l'outil permet de dire, ben, c'est ce groupe-là qui a le plus gros potentiel de revenus, de grossir en revenus versus ce qu'il fait déjà, puis c'est pas la peine de lui proposer une promotion parce qu'il va déjà l'acheter de toute façon. Ça, c'est toujours la question qu'on se pose en marketing. Oui, c'est vrai. Et cet outil-là, oui, permet de le faire, mais d'une façon exploratoire. Alors, si vous voulez rentrer en plus de détails pour être plus juste dans votre modélisation, par exemple, de ces données-là, on offre des produits complémentaires à ça qui sont plus analytiques que la visualisation elle-même. Par exemple, je ne vais pas nommer les produits, mais par exemple, un produit de Intervoice Miner, par exemple, ou dans les produits de CI qui pourraient vous supporter dans ce processus. On peut déterminer des segments de marché. Dans le domaine de l'assurance que je connais mieux, on peut déterminer un index de rétention, donc la probabilité qu'un client renouvelle ou non. Et après, on peut déterminer si on veut effectivement, si un client il est pour renouveler anyway, on ne va pas lui faire une grosse offre parce que ce serait laisser de l'argent sur la table. À l'inverse, quelqu'un qui a très peu de chances de renouveler, on ne va pas lui faire d'offre parce que ce serait de l'argent. Donc on peut déterminer un peu la zone grise de ceux qui pourraient aller d'un bord ou de l'autre. Et cela, on va concentrer nos efforts, si bien que tes dollars marketing, tu vas les dépenser là où tu vas avoir le plus d'impact. Et c'est ça l'objectif, donc d'optimiser en fait les dollars marketing en fonction de ta cible. Puis si tu ajoutes après ça le canal, tu as des moyens de déterminer le canal qui va avoir le plus d'impact. Donc de répartir tes dollars marketing en fonction email, courrier classique, centre d'appel, parce que tu as des taux de réponse pour chaque canal en fonction du public cible que tu as identifié. Et là, tu peux avoir des outils pour optimiser tes dollars marketing. Donc, avec l'information que tu as déterminée, prédictive, donc évidemment, c'est jamais sûr à 100%, mais tu as quand même une assez bonne idée. L'idée, c'est que quand tu as les résultats de tes campagnes, tu réalimentes ça en entrée de ton modèle suivant pour tes campagnes suivantes pour en fait améliorer ton modèle. Tu as des outils qui te permettent toujours de déterminer quel est le modèle le plus optimal en fonction de
de ce que tu vas, ce que tu veux obtenir comme résultat. Donc parfois c'est des arbres de décision, parfois c'est des réseaux de neurones, parfois c'est des régressions linéaires. Il y a différents outils qui sont à la disposition des data scientists, des modéleurs. Et à ce moment-là, c'est là où tu as des marketing qui travaille main dans la main avec ces gens-là pour la campagne. Donc un outil comme ça va te permettre plus d'avoir une idée, plus en surface, d'avoir une bonne idée, mais pour vraiment confirmer tes décisions, tu vas devoir développer des modèles un peu plus sophistiqués. Et c'est vrai ce que Vincent dit en même temps, c'est pour démocratiser l'analytique à travers l'entreprise aussi. Alors, je n'ai pas besoin dans ce cas-ci d'être dans un coin, un statisticien comme Vincent dit, pour pouvoir utiliser cet outil-là. Ça nous permet d'avoir une connaissance de marché et d'utiliser l'outil pour faire de l'exploration préliminaire, par exemple. Vous avez Oui, ici on a pris l'exemple du commerce de détail avec des produits, etc. Mais si on prenait par exemple dans le B2B, puis on remplacerait le groupe d'âge par secteur d'activité, etc., l'outil permet de faire ça. Absolument. Oui. Et c'est selon votre besoin d'affaires. Et c'est sûr qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais les données que vous avez utilisées ont une importance pour la visualisation ou le findings ou l'insight que vous voulez faire avec la visualisation. Alors oui, on peut utiliser d'autres données que les données de commerce de détail, c'est sûr. Juste une petite question. Est-ce Oui, que ça c'était... Qu'est-ce que vous avez fait ici? C'était fait sur le temps réel aussi? Absolument, oui. Oui. C'est en temps réel, c'est... je peux vous montrer, c'est... dans ce cas-ci, je ne sais pas combien il y a de données, mais je crois que c'est à peu près 2 millions de records en mémoire, en temps réel. Mais est-ce que ça utilise les mêmes... les mêmes stratèges qu'on va utiliser en faire un modèle, comme monsieur a parlé, on va faire des modèles pour identifier les clients qui ont comme une propensité pour acheter, comme madame a demandé. Est-ce que ça utilise comme les mêmes stratèges pour faire ça? Dans l'utilisation de l'algorithme ou le calcul, ouais. et il y a des modèles prédéterminés déjà. Ah, okay. Et ces modèles-là vous permettent de voir un aperçu, mais comme Vincent dit, ces modèles-là peuvent être développés, d'autres modèles peuvent être développés en dehors de l'utilisation une fois que vous avez vu ce qu'une exploration donnée pour vous donner une piste vers la modélisation. Là, ces 2 millions, c'est un tout petit dataset. J'ai vu fonctionner pour des datasets de 1 milliard de données et faire une matrice de corrélation sur 1 milliard de données, une centaine de variables en moins de 30 secondes, ce qui est assez rapide parce que la matrice de corrélation, c'est assez demandant en mémoire, mais ça, c'est possible parce qu'en arrière, on fait ce qu'on appelle, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est du in-memory, donc on charge toutes les données en mémoire et on fait tout le process en mémoire, donc on a une performance importante. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder quand vous voulez mettre en place des outils de visualisation, être capable de gérer des grandes quantités de données et d'avoir de la performance pour avoir des résultats rapidement, quelle que soit la taille du dataset. Je donne un exemple pour suivre ce que Vincent a dit, un exemple de corrélation, par exemple, d'analytique avancée, par exemple. Ici, je vais faire une corrélation entre les 2 millions de rangées que je viens de vous montrer, et là, tout en mémoire. Alors, c'est toi que je veux savoir les corrélations entre le RFM score, l'âge de mon customer, le budget marketing, la proximité des magasins avec les ventes, et ainsi de suite. Par exemple, le calcul se fait tout de suite en mémoire. Alors, je peux voir que, par exemple, il y a une corrélation forte entre la proximité du magasin en kilomètres, par exemple, et mes ventes, qui est une corrélation quand même assez logique. Mais si vous aviez d'autres données, des variables qui rentrent en jeu, alors vous pouvez mettre ces variables-là dans la corrélation. Là, vous pouvez découvrir d'autres corrélations que vous n'avez pas pu voir autrement, qui sont de la visualisation, par exemple. Alors ça, c'est un cas très obvious, mais dans les cas que c'est les moins. Par exemple, on était avec un client de transport,
et eux avaient beaucoup de données de sensor, par exemple. Alors, dans ce cas-là, on a pris toutes les variables de sensor et on les a mis dans une corrélation. Et là, puis, ils pouvaient voir l'utilisation des freins a été reliée à la vitesse et par rapport au trajet utilisé, par exemple, pour voir la corrélation, pouvoir calculer la productivité de leur fuel, l'utilisation du fuel, du gaz, par exemple. Alors, ça, c'est un exemple d'analytique avancée qui est inclus dans un outil de visualisation ou l'outil de visualisation de SAS. Puis en dernier, je vais juste faire, on avait parlé de la prédiction ou la prévision qui était offerte aussi dans les outils de visualisation. Alors, on va juste garder ça très rapidement. Alors encore, je vais peut-être changer et pouvoir prédire le nombre de visites, par exemple, qu'un segment voudrait faire ou ferait avec, par rapport aux données historiques. Alors, je vais voir si, par exemple, le budget marketing ou, je ne sais pas moi, l'âge contribuerait à prédire le nombre de visites que le client ferait. Dans ce cas-ci, il n'y a pas eu d'influenceur par rapport au forecast. C'est indiqué comment, ça qu'on ne voit pas? Oui, attends, je vais juste le changer. Je vais enlever le... Mais concrètement, pour avoir toute cette information-là, on récupère toute l'information disponible dans l'entreprise, en fait? Ce qui est possible, puis ça rassemble toute l'information, puis ça la digère. Ça digère de où ça l'organise. C'est trop simpliste. L'idée, c'est la difficulté, c'est de savoir quelle est la bonne information. Donc, en mode exploratoire, tu peux aller déterminer ce qui a une valeur, quelles sont les variables qui expliquent certaines choses. Donc, un gros travail qui est fait dans ton cycle analytique de découvrir les informations disponibles, savoir celles qui ont une valeur ou non. Une fois qu'avec le temps, tu arrives à trouver la bonne information, à ce moment-là, oui, effectivement, tu peux travailler pour faire des forecasts. Et plus tu as d'informations, mieux c'est. Oui. Et souvent, on est limité par la capacité à charger cette information ou à faire des... On n'est pas passé par la phase de préparation de données, mais l'outil permet d'aller chercher des différentes tables et de les mettre ensemble pour créer ce grand espace d'information dans lequel tu vas jouer. Si André, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, je pense que c'est une très bonne réponse. Et par exemple, dans le forecasting, je voulais voir avec mes données historiques, je vais prédire le nombre de visites, par exemple, et sur un intervalle de, on va dire, de 6. Je vois que le marketing budget est un prédicteur pour ce forecast-ci. Alors, dans ce cas-ci, ce que je peux faire, c'est que je dis, OK, bien, c'est une confiance de 95% dans le forecast. Et pour les trips, pour les visites, le système me dit c'est un peu l'algorithme qui a été utilisé. Alors, comme je disais auparavant, il y a des modèles qui sont déjà préconçus dans le système de visualisation. Et par rapport aux données, ils vont choisir le modèle qui est le plus champion, le plus performant pour prédire, dans ce cas-ci, le nombre de visites. Là, tu as un intervalle de confiance qui est quand même relativement bon, parce que la portion ici, là on est dans la portion historique, et ça c'est la portion forecast. Et ce que vous voyez, le côté gras, là, ça indique l'intervalle de confiance. J'ai déjà vu dans certains cas où on avait un intervalle de confiance très gras qui voulait dire que les prévisions qu'on faisait n'étaient pas très précises. Donc on veut toujours avoir l'intervalle de confiance le plus fin, qui nous donne le plus de confiance dans les prévisions.
Et l'outil permet en fait de déterminer, bon là, par exemple, si on avait un intervalle de confiance très gras, on peut jouer sur les variables pour dire qu'est-ce qui va me permettre, sur quoi je dois jouer pour améliorer mon forecast. C'est toujours ça qu'on peut faire, prendre des décisions avec le moins de risques possible. Donc là, en l'occurrence, tes prédicteurs sont bons puisque tu as des prévisions qui vont être quand même relativement fiables. Exact. Est-ce que je peux lui rentrer des hypothèses si j'augmente un budget marketing? Oui, tout à fait. Oui, évaluer, j'imagine. Ouais. Absolument. Par exemple, dans ce cas-ci, disons que je vais mettre, j'ai augmenté le budget marketing de, on va dire, 50 000 $. C'est pas assez. mais par 15%. Par 15%. 20%. Yeah. C'est généreux. Ça n'a rien fait. On était déjà assez, on dirait que le trait c'est encore plus aminci. Aminci, ouais. On va essayer. Ouais, ça a du sens. Ouais. Et là, ça vous permet de voir si j'augmentais un budget de 15% ou de 50 000, le forecast par rapport à la base initialement. Et si je le baisse de 20%, est-ce qu'on peut faire C'est sûr que ça va baisser. C'est plus probable. Est-ce que le 20% fait une différence supplémentaire? Et l'idée c'est qu'avec ça, vous avez un outil pour justement faire des hypothèses, regarder l'impact. Ça peut être le démarrage d'une bonne discussion sur quel est le niveau optimum d'augmentation, par exemple, du budget marketing pour atteindre un certain niveau de résultat. Donc, au lieu d'être un peu au pif, et c'est souvent, historiquement, on prend beaucoup de décisions comme ça à l'intuition, et là, ce genre d'outils vont permettre vraiment de confirmer ou de prendre des décisions plus éclairées, et en fait, en bout de ligne, de mieux dépenser ces dollars. Et je vais faire un dernier exemple de l'analytique avancée dans ce cas-ci. Pas moins de l'analytique avancée, mais supposons que vous voulez entendre ce qui est dit par rapport à votre marque sur Twitter, par exemple. Alors, dans ce cas-ci, je vais dire que je vais chercher sur le hashtag, on va parler de Sobeys, par exemple, et de ramener les 2000 derniers tweets qui ont été faits récemment sur la marque Sobeys. Ce que j'ai fait comme setup en premier, c'est de permettre à l'outil d'accéder à mon compte Twitter pour pouvoir... je fais partie d'un compte Twitter avant, alors j'ai juste créé un compte Twitter juste pour cette fin. Alors, il a ramené les données. Alors, si je regarde, il a ramené à peu près 52 lignes de tweets. Et 52 okay. Lignes de tweets. Et je vais ramener, par exemple, où est-ce que le tweet vient, c'est qui l'auteur du tweet, c'est qu'est-ce qui est dit, par exemple, la date. Ah, excuse-moi. Le réseau je vais amener la date. Alors, ça amène tous les tweets, par exemple, de Twitter, des derniers tweets en avril. Alors, ici, il dit Are you scared yet? Alors, ça nous permet de voir c'est quoi les sentiments ou la conversation qui est dit sur votre brand sur l'Internet. Si je tourne ça dans un texte analytics, par exemple, je peux voir que en utilisant la catégorie de tweets que je vais juste combien de fois ça a été retweeté. Alors par exemple, est-ce que l'auteur,
on peut voir avec le texte analytics qui est incorporé dans le Visual Analytics, c'est quoi les mots qui reviennent le plus, c'est qui les auteurs qui reviennent le plus, par exemple. Alors, c'est un exemple d'utiliser la visualisation pour ramener les données social media, par exemple, pour pouvoir visualiser ce qui est dit sur votre marque. Mais ça pourrait être aussi bien utilisé, par exemple, pour analyser des données qui viendraient du service à la clientèle. Bien sûr. Des données textes qui auraient été saisies par un call center ou des données récupérées. On a de plus en plus de données textes, on appelle des données semi-structurées ou non structurées. Et ça donne des indications intéressantes pour donc là, c'est de l'analyse en cloud, mais on peut faire aussi du sentiment analysis parce qu'on peut aller un cran plus loin, faire une analyse sémantique pour ne pas simplement regarder le nombre d'occurrences des mots, mais leur donner une valeur, sentiment positif ou négatif. Et les outils permettent en fait de comprendre ce qui se dit et de dégager du sens pour vous donner, restituer une analyse de sentiment. Donc ça peut être aussi bien par rapport à votre marque, mais vous pourriez aussi le faire par rapport à la marque de vos concurrents et voir ce qui se dit. Et c'est aussi... Ce sont des outils propriétaires ou vous arrimez des outils existants dans le marché à votre outil de visualisation? Ça, c'est notre outil propriétaire. De SaaS. Okay. C'est-tu de l'analyse par mots-clés ou c'est de l'analyse business intelligence? Excuse-moi, j'ai pas... C'est-tu de l'analyse, l'intelligence artificielle derrière ça ou c'est de l'analyse de mots-clés? Pour analyser le sentiment? Pour le sentiment, c'est basé sur une taxonomie. Alors, c'est contextuel en même temps. Alors, on a les outils qui s'appellent Social Media Analytics dans ce cas-ci, qui utilisent aussi le Text Miner et le Text Analytics dans le contexte Contextual Analytics pour pouvoir déterminer est-ce que c'est un sentiment négatif ou positif. Par exemple, si je dis ça c'est malade, par exemple, dans ce cas, si je construis ma taxonomie pour dire que malade avec un certain mot dans un contexte est positif ou négatif, alors ce serait pas dans ton cas, peut-être pas Artificial Intelligence comme tu sembles le dire. Je ne crois pas que j'ai répondu à ta question. Oui. Ben, malade, dans le sens que tu l'as mis positif, ou ça peut être positif ou ça peut être négatif. Exact. Selon le contexte. Selon le contexte. Oui, mais le contexte, est-ce que tu mets un set de règles qui fait en sorte que pour ce client-là, malade va être positif, ou tu mets l'outil de l'intelligence artificielle va être en mesure de lire la syntaxe puis dire dans ce contexte-là, il est positif ou il est négatif? Exactement. C'est une combinaison des deux, mais soit il y a une taxonomie qui est construite pour pouvoir dire oui, l'outil va dire dans ce contexte-ci, ça va être positif, dans un autre contexte, ça va être négatif. Donc il va un cran plus loin que la simple analyse des mots, il fait l'analyse du contexte pour donner le côté positif. C'est de la donnée publique, j'imagine? Oui. Sauf pour certaines agences qui vous payent très cher pour avoir la donnée moins publique. Mais par exemple, on a été capable de faire des analyses de données d'accidents. On a pris la base de données des accidents routiers aux États-Unis, où tous les rapports d'accidents sont un rapport d'accident qui est fait. Et de cette manière-là, ils ont été capables d'identifier le problème que Toyota avait eu avec l'accélérateur bloqué là, très rapidement parce que il y a comme c'est ressorti de l'analyse de texte qui avait été faite beaucoup plus rapidement que par des moyens traditionnels, donc juste en faisant l'analyse de texte. Okay, alors, ça c'était vous montrer avec l'outil d'utilisation, la visualisation des données, ensuite une visualisation analytique. Mais c'est une chose de pouvoir visualiser les données, mais aussi de pouvoir partager et collaborer ces trouvailles ou ces insights, foresight avec le reste de l'entreprise. Alors, plus qu'il y a du monde qui ont accès à ces données-là, plus que c'est important de pouvoir bien partager cette information-là pour faire une bonne interprétation puis pour supporter les décisions d'affaires. Alors, quand que vous recherchez un outil d'utilisation, je vais parler que avec la mobilité, on va le voir avec, si on a le temps, avec le iPad, mais c'est pouvoir mettre des dashboards, du reporting de mobile pour avoir accès à cette information-là. J'avais parlé aussi des fonctionnalités natives à l'iPad, par exemple. Si je suis
suis sur l'iPad et que je vais rencontrer le client ou je partage l'information avec mon exécutif, dans ce cas-là, je peux dire, l'exécutif va regarder et dire, c'est quoi ce chiffre-là, il semble un peu trop bas, un peu plus haut. Et puis, les fonctions natives peuvent dire, je vais faire une annotation, par exemple, puis envoyer un courriel à un tierce pour dire, OK, regarde ça, puis dis-moi qu'est-ce qu'il en fait. Dans ce cas-là, ce que l'analyste ou la personne business peut faire, c'est de revenir dans l'outil de visualisation, pouvoir plus explorer les données pour essayer de comprendre et d'expliquer pourquoi que le comportement est ainsi ou le chiffre ne matche pas avec ce qui s'attend dans une promotion ou qui est fait. Ce qui est important aussi, c'est que l'information doit être capable d'être partagée dans des outils que les gens utilisent le plus. Dans ce cas-ci, Microsoft, les outils de productivité Microsoft. Alors, notre outil, par exemple, de Visual Analytics, c'est encore très bien avec Microsoft Office. Alors, tout ce qui est fait à l'intérieur des rapports que vous faites dans l'outil de visualisation peut être, mis dans un contexte Excel ou un contexte PowerPoint. Et ainsi sur le web, et aussi, que j'avais dit, par email ou autre. Je vais juste montrer un exemple de dashboard, par exemple. Peut-être juste un autre exemple au niveau de la visualisation qui est hors contexte du marketing. SAS, cette année, a décidé de commanditer une équipe cycliste féminine de vélo. Et puis, on s'est dit, OK, c'est intéressant de soutenir une équipe de sport, parce qu'on ne peut pas attendre après les gouvernements pour le faire, donc on s'est impliqué. Et on s'est dit, OK, avec l'outil de Visual Analytics, qu'est-ce qu'on peut soutenir les coachs de l'équipe? Et on a développé un modèle pour justement optimiser la performance des athlètes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse une série de données. Ça va de la fréquence cardiaque au wattage moyen. En tout cas, il y a plusieurs sets de données jusqu'au style de pavé, le recouvrement du pavé, si c'est un peu plus raboteux ou si c'est lisse, pour voir la performance de l'athlète, qu'est-ce qu'elle va, quel est le pattern ou la variance de sa performance dépendant de certains critères. Et puis, par la suite, dire, OK, à quelle course elle sera la plus performante? Alors, on a monté ça, ça a pris une demi-journée et les coachs, ça a pris 10 minutes en moyenne pour saisir l'outil et l'utiliser. Donc, quand vous pensez ou songez à utiliser cette visualisation-là, il y a aussi l'aspect facilité d'utilisation pour pas que ça soit dans l'extrémité complexe qu'il faut aussi que vous preniez en compte. Donc, là, on parle de gestion de performance d'un athlète, mais ça peut être la gestion de performance d'un produit, d'un marché, et plus. Nous, l'équipe d'athlètes, on est allé chercher pas loin de 200 000 données, donc on ne parle pas de milliards de données. Donc, si vous êtes dans la PME, c'est un outil qui peut être utile aussi, vous n'êtes pas obligé d'avoir des milliards de données non plus. C'est la facilité, la rapidité de pouvoir prendre une décision, de dire, OK, moi, j'ai ça comme résultat, et voilà, voici ce que j'attends pour les athlètes. Telle date, tel athlète, elle est à son pic, donc on s'attend à un podium ou quelque chose comme ça. Et ça, on va l'extrapoler jusqu'aux Olympiques, car certaines athlètes, il y a 3 athlètes sur les 6 qui sont sur la liste de l'équipe canadienne pour les Olympiques. Donc, c'est toutes sortes de trucs intéressants à faire, volet marketing et autres volets aussi. Donc, c'était pour vous laisser savoir. Sortir un peu du contexte. Ça nous a permis d'attendre que ça marche maintenant. Bien, ça, c'est juste un exemple de rapport, quand j'avais dit Design Once. Alors, l'outil de visualisation peut permettre de designer vos rapports, mais une fois que c'est fait, vous pouvez le mettre sur le web, mais pas besoin de le refaire pour l'iPad ou l'iPhone, par exemple. Il s'adapte
automatiquement la fonction native de iPad. Je parlais présentement, par exemple, ici, un rapport qui regarde les ventes par région, par exemple. Et qu'est-ce que je disais avant, c'est l'annotation, par exemple, soit que je dis ce chiffre-là, 373, c'est bizarre. Check ça un peu. Alors, je peux annoter et là, l'envoyer, par exemple, par email, par exemple, à une personne tierce. Alors, ce que la personne va obtenir, c'est la visualisation elle-même sur le iPad et une information qui dit « Regarde ça un peu dans son email, par exemple. » Check les chiffres. Check ces chiffres-là. Alors, ça, c'est un exemple des fonctionnalités natives de l'iPad que l'outil de visualisation fait naturellement, par exemple. Puis ce qui est important, c'est que ces rapports sont dynamiques. Ce n'est pas des rapports figés. Donc là, si tu vas dans tes hiérarchies, tu vas pouvoir faire du drill down. Exact. Donc c'est pas comme quelque chose qui, si on voit ça, chaque par exemple, propriétaire de magasin va pouvoir aller chercher les données qui lui sont propres ou le courtier les données qui lui sont propres et faire son propre drill down. Exactement. Je ne veux pas passer trop de temps sur le rapport, mais c'est juste pour montrer la possibilité de pouvoir faire des rapports pour partager l'information à travers votre entreprise, une information qui est designée une fois sur l'outil et maintenant sur l'iPad. Ici, par exemple, pour le digital marketing, où est-ce que viennent les clients? Ils viennent de façon organique ou sur le web et ainsi de suite. Et les sessions ainsi que les visites, les impressions et tout ça, par exemple. Ça, c'est le profil de ceux qui visitent et le RFD. RFD, c'est comme Recency, Frequency, mais le D, c'est Duration, par exemple. Alors, c'est un score aussi qui permet de voir comme le RFM, la segmentation du client et ici on peut voir les sessions et tout ça. Alors, c'est juste un exemple de visualisation. Ici, c'est un Market Basket Analysis pour dire que le Women's Sunglasses apparaît souvent et il y a un lift élevé qu'on peut, par exemple, faire des promotions avec d'autres produits. C'est aussi un exemple de rapport. Juste Gilles, on a permis à Gilles de finir vers Lisa. Est-ce qu'on peut faire siffler pour que les gens puissent... Bien sûr. Maintenant, tu vas nous parler de ce que ça prend pour mettre en place un projet de visualisation. Oui, je vais parler de ce qui est important à considérer lorsque vous mettez en place un projet analytique ou un projet de visualisation surtout. Et ça commence par vos données. Alors, vous allez sûrement avoir des données de sources disparates. Alors, il faut commencer à voir comment que vous allez mettre ces données ensemble pour pouvoir voir cette visualisation. Il y a aussi... mais pour revenir, ce qu'il faut considérer, c'est la source disparate de données. Et c'est avoir une vision de vos données parce que peut-être que vous voulez mettre des données structurées, non structurées, les Twitter comme que j'avais mentionné. Le fast loading, par exemple, si vous voulez mettre la fréquence que vous avez updaté votre information, puis considérer aussi si vous avez beaucoup de données, que les données soient de qualité, par exemple. Alors regardez dans le futur, un concept de data management, un principe de data management, par exemple, pour la gouvernance, pour la qualité des données, et ainsi de suite. C'est des choses à considérer pour ça, on en a parlé. Puis en dernier, je vais vous faire une étude de cas, par exemple. Alors, le SM Retail Group MCI,
c'est une compagnie dans les Philippines, une des plus grandes compagnies qui offre un service de loyauté à leur clientèle. Alors, le programme de loyauté leur permet d'accumuler des informations sur la clientèle et quand ils magasinent dans les magasins du groupe MCI, c'est un groupe de 500 magasins. Alors, leurs données, ils ont plus de 1 milliard de transactions transactionnelles et ces données-là augmentent de 200 millions de records par année. Alors, ce que le MCI Group recherchait, c'est de pouvoir de pouvoir explorer toutes ces données tous ensemble pour améliorer l'assortiment en magasin, pour donner un meilleur service ciblé à la magasin, faire de la segmentation de la clientèle et ainsi de suite. Alors, ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils ont aimé avec ça, c'est que, premièrement, c'est un système très extensible, scalable. Alors, il disait que pour scaler de 200 millions à 1 milliard de données, c'est flexible et ce n'est pas un problème avec l'outil de visualisation de SaaS. Et avec cet outil-là, ils ont pu faire de la segmentation et d'offrir plus de promotions et cibler pour leurs clients. Et ensuite, aussi, ils ont utilisé les dashboards de VA pour pouvoir partager cette information-là avec leurs exécutifs. Ça, c'est un exemple plus de consommation, par exemple, et j'ai choisi, par exemple, un autre exemple que la visualisation est utilisée dans un contexte plus pour servir l'humanité. Dans ce cas-là, le Queensland Police Service, par exemple, c'est un service de police, un des 5 services de police les plus grands du monde, anglophone, qui comprend 11 000 officiers et qui dessert une communauté de 4,7 millions de personnes. Ce qu'ils voulaient faire avec les solutions, c'est de chercher une solution qui peut entendre le sentiment qui était propagé dans la population pour pouvoir mieux améliorer leurs opérations, mettre les officiers aux bonnes places, par exemple, pour pouvoir réagir à prévenir du crime ou des accidents et ainsi de suite. Alors, ce qu'ils ont utilisé, en plus de SaaS Visual Analytics, c'est SaaS Sentiment Analysis. Et en première vue, ce qu'ils voulaient faire avec SaaS Visual Analytics, la visualisation, c'est des rapports. Alors, avec l'iPad, ils ont construit des dashboards pour les officiers seniors pour pouvoir traquer, par exemple, comment que la station fonctionne, c'est quoi les trends de criminalité dans leur communauté et aussi de traquer s'ils ont eu des assauts sur leurs officiers, des affaires comme ça. Alors, c'est 2 exemples, dont un exemple de consommation que Visual Analytics a aidé et un exemple pour servir plus l'humanité. J'ai d'autres exemples, mais je ne vais pas en parler parce qu'il y en a tellement. Alors, en conclusion, ce qu'on avait parlé, c'est la visualisation de données et la visualisation analytique. C'est quoi la différence? C'est pouvoir faire des découvertes, mais aussi de insight et du foresight. La donnée est roi, alors c'est sûr qu'il faut avoir des bonnes données. Les données disparaissent, pensez est-ce que vous amenez les données sociales, structurées, semi-structurées, et ainsi de suite. Les données de qualité, la gouvernance. Et en plus, il faut avoir bien accompagné dans ce que vous allez choisir comme outil de visualisation. Alors, juste pour finir, let the dataset change your mindset. Alors, dans ce cas-là, peut-être que quand on va changer notre mindset, peut-être qu'on peut changer notre comportement aussi. Alors, merci. Merci.